Bonjour. Bonjour Irina. Aujourd'hui, sur le plan matrimonial, nous sommes en pleine crise en France. La quantité de mariages baisse, les couples mariés divorcent, la génération devant 30 préfère le Pax. Donc du coup, un auteur russe a dit un jour que la crise se trouve dans les têtes. Est-ce que, d'après vous, c'est la crise psychologique que nous sommes en train de vivre ou est-ce que c'est la structure de la société qui change ? Alors moi je pense que c'est les deux, dans le sens où il y a actuellement pas une crise mais des crises. Les modèles sociétaux sont vraiment en train de se transformer. Ça se fait pas sans mal ni sans peine, mais c'est en train de se faire. Donc voilà, déjà on a cette société qui est en mutation profonde. Il est logique que bien sûr le système matrimonial, le système de vie en couple, bénéficie aussi de ces grands changements. Et après, pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est aussi dans la tête, pour reprendre l'auteur en question? Eh bien parce que finalement la tête est souvent le moteur. Alors, le cœur devrait être le moteur aussi, mais la tête est le moteur. Et en fait, il faut un autre modèle à vivre, un autre modèle à penser, évidemment un autre modèle à aimer. Voilà. Et par ailleurs, pour ce qui concerne la crise, moi je serais de celles qui pensent que la crise c'est important. C'est important parce qu'elle permet justement de défaire quelque chose dans lequel on n'est pas bien, on n'est pas à l'aise, qui ne fonctionne pas ou plus. Et la crise permet ainsi, comme le conflit, un petit aparté, on voit que les enfants se construisent aussi au travers du conflit. Donc du coup la crise permet cela, permet une créativité, permet de créer quelque chose de nouveau au travers d'un acte de création. Donc je dirais du bon usage de la crise. D'accord, c'est important effectivement, mais pas tout le monde sait le faire. C'est vrai. Pas tout le monde sait faire cet acte de créativité, bien sûr, parce que pour créer, il faut d'abord penser ce qui se passe là, ce que je vis là, ce qui se vit là. Et penser, ça convoque et ça vient chambouler des fondations. Donc évidemment, on peut éviter de penser. Bien, tout le monde n'évite pas de penser, mais on peut éviter de penser, bien sûr. Exactement. Et il faut, je pense, prendre cette crise de côté positif, ce qui n'est pas toujours le cas. Oui. Pour les couples, de prendre un peu de distance, dire non, dans tous les cas, la crise, c'est quelque chose de bien, on va pouvoir travailler sur les choses qui ne vont pas, mais pas tout le monde peut le faire, ou veut le faire non plus. Bien sûr, ça peut être très compliqué, en fait, pour un couple qui vit ensemble, et notamment depuis de très longues années, de se remettre en cause à ce point-là. Donc de tout mettre à plat. Mais de toute façon, tout mettre à plat, c'est extrêmement compliqué, et en règle générale, on ne sait pas le faire tout seul. La raison pour laquelle les psychologues, les psychothérapeutes, les thérapeutes sont là pour aider à démêler. Alors, ici, en fait, il faut pouvoir démêler le vrai du faux. Et notamment quand on vit ensemble depuis de très nombreuses années, pas seulement, mais prenons cet exemple-là, en fait on s'est créé un schéma ou des schémas auxquels on croit dur comme fer, et en vérité existe-t-il ? Voilà. Ce sont des schémas qui sont enfermants, qui reposent non seulement par le vécu du couple, ou le non-vécu d'ailleurs, voilà, les attentes qui demeurent en attente, voilà, mais qui sont aussi fondées sur le schéma parental que chacun d'entre nous a en soi, d'une manière bien sûr inconsciente, ou plus ou moins consciente, plus ou moins oui, mais quand même relativement inconsciente. Et donc également dans l'accompagnement, c'est ça qu'on va regarder. On va regarder comment la personne s'est construite et ainsi comment elle a construit son couple. Oui. Bon, alors là, si on développe là, je ne sais pas si vous m'autorisez à développer là, mais en l'occurrence, dans le couple, il n'y a pas que deux personnes, il n'y a pas que monsieur, madame, ou bien un autre modèle, madame, madame, ou monsieur, monsieur, bien entendu.
Il y a monsieur, madame et la relation. Voilà. Donc c'est Jacques Salomé, moi j'utilise certains de ces protocoles qui sont extraordinaires pour justement aider à la compréhension de ce qui se joue là. Il y a la relation dans toute relation. Dès lors qu'on est deux, on est trois. Là déjà nous sommes trois. Nous parlons toutes les deux là et déjà nous sommes trois. Alors cette relation, c'est ce lien invisible qui pourtant existe bien, qui se voit plus ou moins, alors il est plus ou moins invisible, dépend de comment les personnes vont le rendre visible. Aussi. Dépend de comment elles vont le nourrir, dépend de comment elles vont, alors je vais dire un mot très fort, le vénérer, ce lien. C'est très fort, vénérer. Très très fort. Ouais. C'est très fort et pourtant, moi c'est toujours ce que je dis, en l'occurrence quand les personnes viennent me voir parce qu'elles sont en crise. Donc on regarde cela et finalement dès lors que j'introduis cette question-là, je vais parler de cela. Comment vénérer non pas l'autre, mais la relation. Mais la relation, mais le lien. Alors vénérer, ça indique quelque chose d'un peu sacré. Voilà. Alors, bon, après moi c'est mon postulat, je pense que dans la vie tout est sacré. Voilà. Et que évidemment, l'amour est éminemment sacré. Mais l'amour en soi, ça ne suffit pas. Malheureusement. Malheureusement. Donc voilà, donc il y a ce lien comme cela à entretenir, plus qu'entretenir, il faut vraiment en tenir compte, voilà, et aller interroger, voilà, qu'est-ce qui se passe, voilà. Nos grands-parents ont très bien vécu toute leur vie dans le mariage. Qu'est-ce qui nous empêche de faire pareil? Ok, alors nos grands-parents ont très bien vécu toute leur vie dans le mariage. Écoutez, moi, je ne sais pas s'ils ont très bien vécu toute leur vie dans le mariage. Alors, c'est sûr qu'ils ont vécu toute leur vie dans le mariage parce que c'était le modèle dominant à l'époque. Il n'y avait pas d'autre possibilité que de se marier, avec l'histoire aussi qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants en mariage. Et cette histoire-là a été extrêmement compliquée, extrêmement douloureuse. Bon, voilà. Donc après, c'était le modèle dominant, imposé par l'Église. Oui. Voilà. Et cela, donc pour nos grands-parents, et même pour nos parents, bon, vous êtes plus jeunes que moi, mais moi, pour mes parents, c'était à peu près la même chose. Pour les miens aussi, oui. Voilà, vous aussi. Voilà. Donc de là à dire qu'ils ont vécu très bien, je ne suis pas sûre. Il y a eu beaucoup d'abnégation, mais pire que ça, beaucoup de résignation, et de résignation notamment à être qui on est, à vivre ce que l'on a besoin de vivre. Je ne parle même pas de l'envie, je parle du besoin. Et puis il y a eu bien sûr beaucoup de drames dans ces mariages sclérosants. Voilà, alors la deuxième partie de votre vie, c'est pourquoi nous, on ne fonctionne plus là-dedans. Oui. Et on ne fonctionne plus là-dedans parce que voilà, le temps a passé, parce qu'effectivement, on a pu prendre modèle sur des parents ou des grands-parents. Il y a aussi d'excellents modèles, bien entendu. Il y a des modèles très structurants. Mais aussi, on a pu faire des choix et que peut-être le choix principal que nous sommes en train de faire, parce qu'en fait, c'est pas encore fait, c'est en train de se faire. Peut-être que le choix principal, c'est le choix de soi. Alors, mais un bon choix de soi, qui soit le choix de soi, pas dans un sens narcissique revendicatif, mais dans le sens de pouvoir vivre qui je suis vraiment, en fait, dans ma personnalité, et aussi dans cette personnalité qui va évoluer avec les années. Oui, bien sûr, parce qu'on ne stagne pas, on évolue. Bien sûr, on n'est pas statique et on est même appelé à évoluer. Dieu merci que nous évoluons, parce que sinon,
Ça n'aurait pas de sens de vivre, presque. Donc voilà, donc là votre question, elle rejoint effectivement tout ce qui est en train de se questionner aujourd'hui, et c'est en train de se questionner assez largement. Le fait de ne pas vouloir se marier n'est-il juste pas la peur des obligations? Et d'ailleurs, pourquoi on a peur de perdre notre indépendance dans une relation amoureuse? Alors ça, c'est une bonne question. Elles sont toutes bonnes, mais celle-ci, elle est particulière. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait quelque chose qui voudrait affirmer que dans le mariage, par le mariage ou la vie commune, il y a des obligations. Il y aurait des obligations. Et en fait, peut-être qu'il n'y en a pas d'obligation. Peut-être que justement ce modèle, ce serait un modèle qui dirait qu'il n'y a pas d'obligation. Alors, je vais essayer de développer cela. Par obligation, moi j'entends ici attente. J'entends ici que quelque chose en fait n'a pas été posé comme il faut au départ, et notamment en soi-même. Alors, encore une fois, dans ce couple, il y a l'un, l'autre et la relation. Donc, la relation, en fait, il faudrait pouvoir la définir, en tous les cas définir ses bases évolutives, évidemment, et dès le départ. Mais avant même de parler de la relation, il faudrait pouvoir se parler de soi à l'autre, dans ce dont on a besoin pour vivre. Bien, mais en même temps, il faudrait revoir toutes les questions d'attente. Parce que, en vérité, les besoins, ce ne sont que des attentes. Alors, les attentes sont fondées sur ce qui n'a pas été vécu comme suffisamment rassurant, comme suffisamment bon, comme suffisamment étayant quand la personne était enfant, bien sûr enfant, ado, jeune adulte, puisque les parents sont censés accompagner jusqu'à l'âge de jeune adulte. Donc cela crée des attentes, des frustrations, des manques, d'accord ? Et en fait, on imagine que l'autre va pouvoir combler nos manques. Mais bien sûr que non. On l'espère, mais c'est jamais le cas. Ce n'est jamais le cas. Puis je vais vous dire, c'est pas son job. Carrément. Oui. C'est pas son boulot. Donc en fait, les obligations, si on reprend ce terme-là qui est vraiment très intéressant, ce serait ce que j'attends que l'autre me fasse, ou qu'il ne me fasse pas d'ailleurs. Bon, en même temps, bon, voilà. Mais non. Mais non. Alors, vous avez aussi mentionné la question de la peur. Alors, si je le prends isolément, parce que je pense que c'est vraiment très important de parler de cela, dans la crise que nous vivons actuellement, il y a effectivement la peur. Donc la peur de se perdre dans quelque chose qui n'est pas nous. Et c'est ça la revendication sous-jacente, qui n'est pas forcément formulée avec des mots, mais c'est ça, cette revendication. Donc si on résume, eh bien effectivement il y a la peur de se perdre dans l'autre, dans les besoins de l'autre, dans les exigences de l'autre, dans les attentes, etc. Il y a la peur de ne pas vivre en fait qui je suis vraiment. Et pourtant cela est très important, et du point de vue de la psychologie, c'est même capital, puisque en fait l'idée, j'ai parlé d'évolution tout à l'heure, l'idée c'est de pouvoir, avec les événements de vie, avec les découvertes, avec la psychothérapie, avec aussi le développement personnel, avec tout ce qui est amené de l'extérieur, mais aussi ce qui est amené par l'intérieur ou de l'intérieur, avec la méditation par exemple, avec la relaxation, avec etc. Me découvrir complètement, m'aimer de plus en plus, sans excès narcissique, mais m'aimer et vivre avec moi du mieux que je peux. Ça aussi c'est tout un travail, et ne plus attendre de l'autre et ne plus se placer dans des histoires d'obligation.
L'autre n'est obligé de rien. Et moi, je ne suis obligée de rien. Sauf, bien entendu, et ça je veux vraiment le nommer, il a obligation à me respecter. Et il a obligation à respecter mon intégrité. Et il a obligation, évidemment, à ne pas avoir de débordement de quelque nature que ce soit. Voilà. D'accord. Donc, au fait, on va d'un extrême à l'autre, on va dire ça comme ça. Si à l'époque, c'était vraiment la société qui dominait qu'est-ce que l'individu doit faire, comment il doit se comporter, comment il doit être dans le mariage, maintenant, c'est l'individu qui prend le dessus. C'est lui qui domine la situation, c'est son intégrité à lui, ses besoins à lui, etc., etc., qui sont le plus importants par rapport à, voilà, dans le modèle de mariage. D'une certaine manière, absolument, bien sûr. C'est l'individu qui va reprendre quelque chose en main de sa propre évolution. Voilà, moi, j'ai vraiment envie d'utiliser ce terme-là. Mais en même temps, si on regarde bien, comme c'est un phénomène, c'est déjà un phénomène, hein, puisque 1 plus 1 plus 10 000 plus, etc., et les chiffres, bien sûr, l'expriment très très bien, finalement, ça devient un phénomène sociétal. Et à nouveau, on retourne dans quelque chose qui se parle au niveau, je n'ose pas dire encore du plus grand nombre, mais d'un nombre de plus en plus grand. Un nombre de plus en plus grand. Et le modèle dominant ici, aujourd'hui, ce serait comment est-ce que je peux penser ma relation amoureuse. Alors bon, voilà, dans le mariage, pas dans le mariage, le pax, vivre en concubinage ou en union libre, voire extrêmement libre, etc. Mais ça, c'est le phénomène de société aujourd'hui. Nous avons peur de la solitude et pourtant, les divorces sont un exemple très parlant là-dessus. On vire vers une société très solitaire. Est-ce qu'il y a une remède à cette tendance? Oui, alors, bien sûr que les gens qui se séparent et qui divorcent sont seuls au moins un peu. Il faudrait y revenir parce qu'il y a vraiment des choses à dire là. Bien. Et d'une manière générale, on se met en couple quand même plus tardivement aujourd'hui et on a aussi instauré un nouveau modèle qui est le chacun chez soi. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où il y a de la solitude. Alors, la solitude est connotée assez péjorativement dans nos sociétés. Or, moi, ce n'est pas l'idée que je m'en fais du tout, et ce n'est pas non plus les témoignages que je recueille au fil des ans des personnes qui se trouvent dans cette configuration. Pourquoi? La solitude, en fait, permet d'opérer ce retour sur soi-même, celui-là même dont on parlait tout à l'heure. D'accord. La solitude permet de s'interroger sur qui je suis en vérité. La solitude permet d'opérer un acte de création de ce nouveau moi, on pourrait dire, de ce moi indépendant, peut-être même pour certaines personnes, femmes comme hommes, de ce moi libéré, de ce moi qui n'est plus sous le joug d'un ou d'une qui va dicter voilà, les conditions d'existence, même voire ici pour les cas les plus graves, des conditions de pensée. Hein. Oui, voilà. C'est vraiment les extrêmes. En extrême, bien sûr. Donc du coup, ici, il y a une formidable aventure qui se présente. L'expérience de moi. Bien. C'est du temps pour la psychothérapie. C'est du temps pour faire des choses dont on s'était dit quand on était petite ou ado, jeune fille ou jeune homme, qu'on ferait telle et telle chose, etc. C'est du temps aussi pour finalement être dans une forme de contact avec soi-même, ce nouveau contact avec soi-même, qui permet du coup d'être renouvelé. Et c'est renouvelé que je vais aller vers une autre relation, ou pas. Bon, en général, c'est plutôt quand même oui, en fort pourcentage, mais c'est renouvelé. Et parce que je suis renouvelée,
parce que je me suis rencontrée, parce que je suis renouvelée, je peux faire la proposition de moi à l'autre. Et du coup, ne pas répéter le schéma ou les schémas précédents. Et les erreurs du passé. Et les erreurs du passé, bien sûr, ouais. Donc ce n'est pas tout à fait la solitude, mais plus la liberté. Voilà, c'est une liberté, oui, c'est une liberté, bien sûr, c'est une liberté qui se rencontre. Hein. On va rencontrer la liberté de se rencontrer soi-même, oui. Hein, si je puis dire. Vous avez tout à fait raison. Mais cela passe par la solitude. La solitude, ça ne veut pas dire isolement. Hein. C'est vrai que les personnes ont tendance un peu à penser à isolement, bien qu'il y a des moments où on peut être isolé. Quand on lit un bon bouquin, on n'a pas envie que personne vienne nous mélanger. Comme ça, oui. Voilà. Hein. Donc voilà, par exemple. Hein. Donc il y a quand même quelque chose au niveau de cette liberté qui se trouve ou qui est en train de se trouver, qui passe quand même par un moment pour soi. Le compromis dans le mariage est une chose importante. Mais de dire oui à tout ce que notre partenaire nous impose, est-ce que c'est vraiment le vouloir de garder le mariage ou est-ce que c'est la peur de le perdre et de rester seul? Oui, alors le compromis. Hein. Le compromis, ce serait comme une promesse faite avec un que l'on aime ou une que l'on aime. Bien. Une promesse de quoi? Bon, première question. Hein. Finalement, vous savez, on a toujours beaucoup de questions en psychologie, en psychothérapie. Bien. La promesse, en fait, elle n'est pas juste. Qu'est-ce qu'on peut promettre? Et est-ce qu'on peut promettre d'aimer tout le temps, toute la vie? Si on évolue, on ne veut pas. C'est une vraie question, ça. Alors, en tous les cas, par compromis, si on rejoint avec la question précédente, enfin, il y avait la question de l'obligation et j'avais déjà un peu commencé à proposer cela. Hein. Ne pas, en tous les cas, selon moi, ne pas faire contre sa nature, ne pas faire contre ses convictions, ne pas faire contre son intégrité. Et je vous affirme qu'il y a des femmes qui arrivent chez moi et qui sont passées par des moments où elles sont allées contre leur intégrité parce que leur époux demandait telle ou telle chose et que pour le garder, elles étaient allées jusque-là. Et elles ont l'impression d'être dans le compromis. Ah, mais ça c'est un compromis. Non, ce n'est pas un compromis, c'est quelque chose qui a dit que vous ne vous êtes pas respecté. En face, l'autre a créé une proposition qui ne vous respectait pas et vous avez dit oui. D'accord. Bon, alors il faut voir ce qu'il y a derrière, bien sûr, d'une construction identitaire et narcissique défaillante, évidemment. Mais bon. Donc, le compromis, moi, je n'aime pas tellement la question du compromis. Par contre, j'aimerais remplacer cela par le dialogue, par l'échange, par la communication. Et la communication pour les deux. Égal, égal. Hein, voilà. Alors, la communication, je me suis rendu compte, pareil au fil des ans, que les personnes ont le sentiment de communiquer. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Parce que communiquer, ça veut dire exprimer et écouter. Exprimer et écouter. Alors, exprimer, bon, d'une manière générale, ça peut encore fonctionner. D'une manière générale, c'est à discuter, mais bon. Mais écouter, c'est très difficile d'écouter. Écouter est éminemment difficile parce qu'écouter, ça engage. Écouter, ça convoque. Écouter, ça peut perturber. Perturber quoi? Perturber les bases plus ou moins solides sur lesquelles la personne s'est construite. Finalement, assez souvent, on se rend compte que les personnes se sont construites sur des croyances, sur des schémas également qu'elles reproduisent, bien sûr les schémas parentaux, qu'elles reproduisent ou qu'elles ne reproduisent pas. Et finalement, si elles écoutaient et si elles se laissaient, si elles écoutaient pleinement, et si elles se laissaient convoquer par cela, eh bien, le château de cartes pourrait s'écrouler.
Oui, c'est perturbant du coup. C'est perturbant, bien sûr, c'est extrêmement perturbant. Alors le château de cartes du couple, mais le château de cartes de la personne en elle-même. Personne en question. Hein. Alors, comment est-ce que du coup on peut mettre... Alors, parce qu'il y a des conditions à la communication. Hein. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre en place une communication vraie et qui n'amène pas, on va dire, plus de mal que de bien? Il y a des conditions à cela. Voilà. L'idée, c'est de partir de son ressenti à soi, de parler de son ressenti à soi, et non pas d'accuser l'autre. Tu as fait ça, tu as dit ça, tu es comme ci, tu es comme ça. Ça, c'est le tu qui tue, hein, comme dit le fameux Jacques Salmé. Ça empêche l'autre, finalement, de pouvoir non seulement répondre, mais parfois même penser, réfléchir. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment de parler de son ressenti, de parler de son vécu personnel et de poser la question à l'autre. Hein. Donc en fait, le dialogue est ouvert, ce n'est pas un monologue. Voilà. Et évidemment ici, on va questionner, je reviens là-dessus, on va questionner également la relation. Hein. Toujours dans les échanges, parler de la relation. Je vous donne un petit exemple. Dans les débuts d'une thérapie de couple, je propose à l'un et à l'autre qu'ils puissent définir comment, à l'heure d'aujourd'hui, ils ressentent leur relation par les foulards. Donc j'étale un très grand nombre de foulards de toutes les couleurs, de différentes matières, etc. Et en fait, je fais cette proposition-là. Alors c'est très étonnant, les résultats sont souvent très très étonnants, mais déjà cela permet de voir à quel point les personnes ont des points de vue extrêmement différents, alors parfois très différents, parfois extrêmement différents, et parfois ça se rapproche, mais c'est très rare. Et en fait, déjà dans cette première approche, on peut déjà poser quelque chose. Hein. Bien. Dire aussi que très souvent, les femmes sont déjà dans le gris foncé, dans le marron, dans le noir, alors que les hommes sont plutôt dans le neutre. Voilà. Donc il y a déjà une différence de perception, mais ça on le sait très bien, nous sommes très différents hommes et femmes parce que nous sommes constitués différemment. Hein, tout simplement. Biologiquement très différents. Voilà, donc il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait aussi des choses à discuter dans le couple et c'est même très heureux. Bien. Et puis après, pour revenir exactement à ce dont nous parlions précédemment, on va donc ranger cela et on va choisir ensemble une relation qui caractérise, alors là il faut se mettre un peu d'accord, bon, il peut y avoir deux écharpes aussi hein, qui se lient, voilà, et qui va caractériser la relation. Et là en fait, j'apprends aux personnes à contacter, mais c'est vraiment le terme, à contacter ce lien qu'il y a entre les deux. Et donc parce qu'on l'a rendu visible, on l'a rendu physique, parce que l'un et l'autre, chacun des bouts de l'écharpe relationnelle, tient un bout de la relation, et alors là on voit déjà qu'il y a des crispations, du lâcher, voilà, donc il y a matière à travailler, etc. Mais déjà voilà, donc là on convoque quelque chose d'un existant et qui sert au dialogue.